Un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir et bienvenue. L'ANIP présente ses mécanismes contre la fraude de l'état civil aux acteurs judiciaires et autres cadres de l'administration publique. L'usage des applications mobiles et web mises en place pour la détection des documents et actes falsifiés a été démontré aux participants des travaux tenus à Boïcon, des mécanismes d'alerte qui sont destinés aux dépositaires du pouvoir de l'État, amenés dans l'exercice de leurs fonctions à identifier des personnes. Une dizaine de machines de couture offertes à des jeunes artisans en fin de formation dans les métiers de la mode. Les conseillers Émile Rondeladji et Pipol Adeni ont remis officiellement au nom du président Abdoulaye Biochane le don à ses bénéficiaires du 12e arrondissement de Cotonou, une œuvre utile du Parti Bloc républicain pour l'autonomisation de la couche juvénile en milieu urbain. Et puis, opérationnalisation du pôle Biovalor de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi cette semaine. Le projet est implanté sur un site de production et d'expérimentation de 10 hectares dans la commune de Zère. L'inauguration a été effective grâce aux partenaires dont l'Agence française de développement. Nous ouvrons cette édition avec l'atelier sur le mécanisme d'alerte à la fraude de l'état civil organisé par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Les travaux ont regroupé pour 2 jours des acteurs judiciaires de la police républicaine et autres cadres. La rencontre s'est déroulée à Dassazoumé. Les détails avec Imet Hélène Amoussou. Le phénomène prend une ampleur inquiétante et mérite réflexion et action. Face à la fraude ainsi que la falsification des documents d'état civil, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP prend des mesures. Des plateformes dont l'une mobile et l'autre web ont été conçues afin de sécuriser le système de gestion et d'enregistrement des faits d'état civil. L'application mobile permet justement à tous ceux qui sont liés de près ou de loin à l'identification de la personne, comme la police républicaine, le procureur et des agents de l'ANIP, à lancer des alertes à travers l'application mobile. Donc une fois l'alerte lancée, la plateforme web permet justement aux agents de l'ANIP ainsi qu'aux procureurs de pouvoir recevoir l'alerte lancée, faire un traitement et prendre les décisions qu'il faut. L'ANIP, en mettant en place ce système d'alerte, nous invite à la chancellerie à aller encore plus vite pour que soit effectif dans notre pays une base de données sérieuse, une base de données unique, une base de données fiable pour que nous puissions avoir un œil sur nos concitoyens qui choisissent de s'écarter des règles qui régissent notre vivre en commun. Loin d'être une rencontre de plus, cet atelier est une suite logique de la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'état civil. Y ont été conviés des acteurs judiciaires, de la police républicaine et autres cadres. Ces derniers seront entretenus par des personnes ressources. Plusieurs communications sont prévues et vont les amener à s'approprier l'utilisation de la plateforme de lancement et de traitement des alertes à la fraude. Émérite cadre que vous êtes, personnalité de la République, nous aurons à réfléchir, à travailler dans ce sens pour mieux asseoir les éléments participatifs nécessaires au bon fonctionnement de cette plateforme. Le pari que nous prenons ensemble sera de longue haleine, étant entendu que le phénomène auquel nous nous attaquons est un fléau aussi vieux que le monde. Les faussaires ingénieux d'imagination et d'intelligence ne nous laisseront pas la tâche facile. Aussi devons-nous rêver d'une politique pénale spéciale pour la gestion de la fraude à l'état civil. Cette perspective peut faire l'objet d'une recommandation au cours de la synthèse des travaux du groupe et nous espérons pouvoir compter sur l'expertise des magistrats. Lancé à Dassa, les travaux de l'atelier sur le mécanisme d'alerte à la fraude à l'état civil sont prévus pour durer 2 jours.
Je vous l'ai dit en titre, le parti Bloc républicain a fait une œuvre sociale dans le 12e arrondissement de Cotonou au nom du président de cette formation politique, Abdoulaye Biotchane. Les conseillers Émile Rondeladji et Pipo Ladani ont officiellement remis une dizaine de machines de couture à des jeunes artisans. Sont-ils en fin de formation? C'est un don qui vient satisfaire un besoin réel chez ses bénéficiaires. Teddy Goudala. Des matériels de couture gracieusement offerts à ces jeunes artisans du 12e arrondissement de Cotonou. C'est un don du président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, qui vient permettre aux bénéficiaires de prendre leur destin en main après leur formation. Nous avons une joie vraiment immense parce que nous venons de recevoir un cadeau vraiment grandiose qui pourra nous aider à évoluer dans ce que nous avons appris. Et nous vous promettons que nous allons faire bon usage de ces matériaux. Et je remercie vraiment M. Abdoulaye Biotchane pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a offert. Merci. Ce qu'on vient de faire, ça va permettre à ces derniers au moins d'utiliser la machine. Et ça va leur permettre aussi d'avoir des revenus et d'aider leurs parents. Ça cadre d'abord avec la vision du président Patrice Talon qui veut faire de son second dernier mandat du rehaussement social. Et puis le distingué conseil, M. Émile Rondeladji, le maître de terrain, a estimé qu'il faille matérialiser ce rehaussement social en impactant ces apprentis qui sont issus de familles défavorisées, qui n'ont pas forcément des moyens pour avoir des machines. Les émissaires ici sont principalement composés des conseillers Émile Rondeladji et Pipo Ladani. Ils ont fidèlement transmis le message du président de leur formation politique aux heureux récipiendaires. Nous sommes donc avec vous pour vous assister avec une dizaine de machines à coudre et d'autres matériels nécessaires pour l'exercice de votre métier. Je vous exhorte donc, chers couturières, à faire bon usage de ces matériels reçus en don et je vous promets que le président Abdoulaye Biotchane et le Bloc républicain seront toujours à vos côtés. Vous savez très bien avec moi que nous ne sommes pas à la veille de quelque chose, mais souciant de vos peines, nous sommes devant vous, instruits par le président de notre parti. La semaine prochaine, ce serait le tour de l'autre côté de Djamé-Rounté. Cette remise de matériel dans le 12e arrondissement de Cotonou est une phase pilote. Les impacts de ce don pourront également permettre à plusieurs autres jeunes artisans d'autres arrondissements d'en bénéficier. Le Conseil économique et social du Bénin rend les derniers hommages au président défunt de l'institution, Augustin Tabegbian, rappelé à Dieu le 27 décembre dernier. Une messe d'action de grâce a été organisée ce samedi à Cotonou en sa mémoire. Cette messe a été dite à l'église locale Shalom de Gbeto. C'est à Cotonou en présence du chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement ainsi que des membres des conseils économiques et sociaux de différents pays. Les détails avec Candido Mouredo. Décédé le 27 et inhumé le 30 décembre 2023, le président du Conseil économique et social, Tabegbian, reçoit ici dans ce temple ses derniers hommages. Du président Patrice Talon, accompagné de plusieurs autres membres de son gouvernement, aux membres du Conseil économique et social du Bénin, en passant par les délégations des conseils économiques et sociaux de plusieurs autres pays, c'est un parterre de personnalités qui a répondu présent à cette cérémonie. En ce moment solennel d'adoration, ouvrons nos cœurs. Sans casquette d'autorité, ils ont suivi religieusement le culte d'action de grâce de l'illustre disparu. Louanges, adoration, prédications et prières sont les moments forts de cet hommage. Tout au long de la vingtaine d'années d'expérience qu'il a passé au sein du Conseil économique et social et particulièrement durant les 9 années et 6 mois en qualité de président de l'institution, M. Tabegbian s'est singularisé par sa grande humilité, son esprit d'écoute et de dialogue. Je voudrais réitérer au nom de l'ensemble des conseils
du personnel administratif et militaire du Conseil économique et social et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à la famille Bian. Il nous faudra certainement du temps pour réaliser qu'il nous a effectivement quittés, pour répondre à l'appel de notre Créateur. Nous ne cesserons de vous remercier pour vos prières, vos soutiens et votre disponibilité. Quoique difficile, chers tous, laissons papa poursuivre tranquillement et paisiblement son voyage. Que Dieu accorde à nous, ses enfants, le courage de poursuivre au mieux son exemple et son héritage. Des témoignages sur sa bonne foi, son sens d'humilité et sa qualité de serviteur de la nation sont ici rappelés. Une disparition assez difficile pour les personnes qui l'ont côtoyé. Il fait tout pour qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de difficultés dans le pays. On vient de le perdre, mais c'est dommage. J'ai assisté avec beaucoup de peine à cette messe-là. Le peuple Batomou vient de perdre un de ses plus grands défenseurs. C'est dommage, j'espère qu'il n'est pas irremplaçable et que quelqu'un fera comme lui. Que Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, accueille le président Brian Tabé dans son royaume, veille sur les siens, son époux, ses enfants et tous ceux qui lui sont chers. Ça, il le mérite vraiment. Cette messe d'action de grâce a pris fin par une bénédiction à la famille du défunt. Quelques heures avant ce culte, les membres du bureau du Conseil économique et social ont accueilli au siège de l'institution les délégations des conseils économiques et sociaux de plusieurs autres pays avant leur départ pour l'Église. Justement, vous l'avez vu dans la chute de ce reportage, le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire a effectué en ce début de week-end une descente au Bénin. Il a rendu une visite au Conseil économique et social du Bénin, ceci pour d'abord présenter ses condoléances aux membres du bureau de l'institution secoués par la disparition du président défunt. Tabé Bian dans sa 71e année, l'essentiel de l'audience dans ce compte-rendu. À moins de 24 heures des hommages de l'illustre président du Conseil économique et social du Bénin disparu, le président du Conseil économique, social, environnement et culturel de la Côte d'Ivoire, accompagné de plusieurs autres délégations, notamment du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo et du Sénégal, a rallié Cotonou. Aussitôt venu, il a effectué une descente au siège du Conseil économique et social du Bénin avec sa suite pour un but bien précis. Présenter ses vives condoléances aux membres du bureau de l'institution marqué par la disparition de l'illustre Tabé Bian. Accueilli en liesse au siège de l'institution, le numéro 1 du Conseil économique, social, environnement et culturel de la Côte d'Ivoire s'est aussitôt mis à la tâche qu'il s'est lui-même assignée, rendre sa part d'hommage au feu président Tabé Bian. Il y a des moments où les mots se trouvent être insuffisants pour traduire ce qui est ressenti, surtout lorsque nous vivons un tel déchirement consécutif au départ aussi brusque qu'inattendu. Je sais qu'en ces douloureuses circonstances, votre affliction est grande et que les paroles, aussi réconfortantes soient-elles, ne sauraient vous être d'une quelconque consolation. Je voudrais néanmoins sacrifier à un devoir de compassion en vous présentant ainsi qu'à tous les membres du Conseil économique et social du Bénin mes condoléances les plus attristées et celles des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Il a aussi fait un bref aperçu sur les différents liens et ses rapports de collaboration et moments de partage avec l'ancien président Tabé Bian. Il a par ailleurs offert aux membres du bureau du Conseil économique et social ainsi que les représentants des autres délégations le livret conçu pour la circonstance et qui est intitulé « Hommage à Augustin Tabé Bian, président du CES du Bénin ». Tout comme lui, le vice-président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo et la représentante du Conseil économique et social, environnement et culturel du Sénégal se sont aussi donnés à l'exercice pour témoigner leur compassion aux proches du feu président du CES.
Je voudrais en son nom vous présenter les condoléances de M. Abdoulaye Daouda Diallo, également des membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, des conseillers de l'administration. À la fin des échanges, les invités ont à tour de rôle procédé à la signature du cahier de condoléances avant de prendre départ pour le domicile du défunt. Ceci pour apporter leur soutien à la famille de ce dernier. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a lancé officiellement l'exécution du plan de travail annuel gestion 2024 de son département ministériel. La session tenue à Cotonou a réuni les acteurs principaux de pilotage de la performance du secteur. Il s'agit des préfets et des responsables de programme. Elle permet de passer en revue les performances du ministère, des difficultés également de l'année écoulée, aussi que des perspectives de l'année qui s'ouvre. Suivons ensemble les précisions. L'exécution du plan de travail annuel PTA, gestion 2024 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale est officiellement lancée le vendredi 9 février par le ministre Raphaël Akotegnon. Le dialogue de gestion qui l'a précédé constitue un cadre d'échange entre toutes les parties prenantes de la gestion budgétaire dont le but ultime est de contribuer significativement à l'amélioration des performances du secteur. La session de ce jour, au regard de l'agenda, nous a permis de faire un tour d'horizon sur nos réalisations de 2023 et de nous accorder sur les moments forts de l'année 2024 pour de meilleurs résultats. Elle est aussi pour chacun de vous, acteurs principaux de pilotage de la performance du secteur, l'occasion de se fixer sur les grandes orientations pour l'année 2024. Les actions prioritaires, les ressources disponibles pour la mise en œuvre des politiques publiques et de prendre les engagements subséquents. Les résultats des travaux de fin de gestion 2023 ici présentés montrent que le budget du ministère est exécuté au 31 décembre à 84,70% base engagement et 84,55% base ordonnancement. Le taux d'exécution physique est estimé à 87,49%. Quant au FADEC, aussi bien investissement que fonctionnement, les 100% des prévisions sur budget national ont été transférées, soit 43 milliards de francs CFA. Le budget de notre ministère au titre de l'année 2024 est de 51 milliards 397 millions 484 761 francs CFA, avec un effort considérable en ce qui concerne le FADEC ressources intérieures, qui enregistre respectivement un accroissement de 36,6% et 21,36% pour l'investissement et le fonctionnement. Par ailleurs, il est prévu un transfert de plus de 0,6 milliards à l'Association des communes du Bénin pour lui permettre de mieux jouer sa partition dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Au dit du ministre, 2023 est l'année franche de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, au cours de laquelle les effets positifs sont forts et perceptibles. L'année 2024 s'annonce avec des défis majeurs, ce qui se traduit par la remise de nouvelles lettres de mission aux principaux acteurs de la chaîne des résultats, que sont les responsables de programme et en particulier les préfets des départements dans leur position d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la décentralisation. Nous en sommes maintenant à l'atelier national de concertation sur le plan d'action du projet dénommé Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Les acteurs concernés se sont retrouvés à Cotonou pour s'accorder sur les activités à mettre en œuvre au profit des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Le projet est exécuté dans 5 pays du continent, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Il vise à contribuer à la création d'emplois décents pour les femmes et les jeunes. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Teddy Goudalo. L'économie locale. À cet atelier national de concertation sur le plan d'action du projet dénommé « Investir dans les jeunes entreprises en Afrique »,
soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial, en abrégé IBACID, qu'accueille le Bénin, des organisations de la société civile, des responsables communaux, les bailleurs et bien d'autres acteurs. Ce projet vise essentiellement à capaciter l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, mais en passant par les écosystèmes entrepreneuriaux. Si le jeune peut trouver dans l'écosystème entrepreneurial tous les services dont il a besoin, l'hypothèse forte faite dans ce projet est que ce jeune pourra développer son entreprise et les entreprises dans ce cadre auront un faible taux de mortalité. Donc l'objectif essentiel de ce projet, c'est vraiment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et donc depuis août 2023, nous avons démarré la phase de concertation, des échanges. Il y a eu des ateliers départementaux pour restituer les résultats des différentes études pour pouvoir choisir, identifier et choisir les secteurs prioritaires dans lesquels le projet doit vraiment activer son plan d'action pour booster la promotion et la culture entrepreneuriale dans nos collectivités territoriales décentralisées. Le projet Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial, intervient dans 5 pays d'Afrique. L'organisation néerlandaise de développement SNV et Expertise France s'occupe de la mise en œuvre du projet IBACID au Bénin avec comme bailleur principal l'Union européenne. On a fait une tournée dans ces 24 communes du sud du Bénin qui ont très bien accueilli l'idée, qui sont très favorables à travailler sur le développement de leur économie locale. Et on a rencontré aussi des acteurs publics et privés dans ces communes pour voir comment on pouvait travailler avec ces jeunes entreprises. Il y a des initiatives qui existent déjà. Il ne s'agit pas de partir de zéro, mais plutôt d'accompagner les dynamiques. Il faut dire qu'il y a 3 universités qui impactent cette zone d'intervention. C'est l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi, l'UNA, qui est une université thématique, l'Université nationale d'agriculture dont le campus est à Porto Novo, et également l'UNESTIM, qui est une université thématique qui parle des technologies, de l'informatique et des mathématiques, dont le campus est à Abomey, mais a une représentation dans le Mono, où nous avions déjà démarré un certain nombre de travaux avec les jeunes de cette université. Le projet est déployé dans les départements du Mono, de l'Atlantique, du Littoral et de l'Ouémé. Il sera exécuté pendant 4 années avec comme cible les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Dans la sphère universitaire, le pôle BioValor, initié par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi et ses partenaires, entre dans sa phase opérationnelle. C'est un espace de 10 hectares situé dans la commune de Zay qui abrite son site de production et d'expérimentation. L'inauguration du pôle, soutenu financièrement par l'Agence française de développement, a été faite à la faveur d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. C'est Djeddenou, dans la commune de Zay, département de l'Atlantique, voit la concrétisation d'une initiative novatrice qui va impacter son développement. 0. Bravo. Aux côtés du recteur de l'université d'Abomey-Calavi pour sa mise en œuvre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de ses collègues de l'agriculture et de la promotion de l'emploi. Le pôle BioValor voit ainsi le jour grâce à la coopération entre la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, la mairie de Zay et l'Agence française de développement. Aujourd'hui, grâce à la mairie de Zay, le projet bénéficie d'un aménagement agricole de 10 hectares destiné à la production et aux expérimentations agricoles. Cette collaboration, dont le but initial est d'assurer une meilleure intégration professionnelle des étudiantes et étudiants au développement de la bioéconomie béninoise, revêt multiples avantages pour notre commune. Alors, à Paris, quand ils ont vu qu'il y en avait 3 au Bénin, ils se sont dit ça fait quand même beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux répartir? Et on a regardé, le jury a regardé les projets dans tous les sens, et il n'y avait pas photo, c'est toujours les projets béninois qui revenaient au-dessus de la pile, donc on n'a pas pu trafiquer les élections.
ça ne se fait pas, il y a quand même des... Le pôle BioValor est une initiative du projet BioValor soutenu par l'Agence nationale de la recherche et financé par l'Agence française de développement. C'est un dispositif que met en place la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi pour assurer l'insertion professionnelle de ses étudiants à travers la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Il y a eu une difficulté et les terres, les espaces mis à la disposition des universités n'ont pas été valorisés, au point où les communes ont commencé par récupérer leurs terres des universités. Je me tiens ici debout face à vous pour vous dire qu'à travers cet exemple, vous comprenez qu'il faut faire confiance aux universités. La formation, la recherche, c'est un long processus. Et il faut bien mûrir les réflexions avant de pouvoir passer à l'acte, comme le ministre l'a dit, que les réflexions précèdent les actions. C'est ça qui fait que le processus paraît long. Avant l'inauguration du pôle BioValor, les 3 ministres ont visité le rôle de technologie alimentaire et les autres unités de mise en œuvre du projet BioValor. Eh bien, on va parler maintenant de la sortie de la 4e promotion du certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi à l'Université d'Abomey-Calavi. C'était en présence de plusieurs personnalités. Sont aussi associés à l'événement l'UMOA, le PNUD, la CEDEAO, qui ont d'ailleurs parrainé la promotion. Les détails. Les uns ignorants, les autres moins ignorants de la question de l'évaluation des politiques publiques, les voici transformés et arborant fièrement leur titre d'évaluateur. Ceci grâce à ce certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques. Un parchemin qui vient sanctionner plusieurs mois de formation au sein du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Le CESPO, en tant que centre de recherche et d'enseignement supérieur spécialisé en questions publiques, a pour mission de former des professionnels compétents et engagés, capables de relever ces défis. Vous faites partie de cette nouvelle génération de leaders, de décideurs et de penseurs sur les questions relevant des politiques publiques. Mais n'oubliez pas que votre apprentissage ne s'arrête pas ici. La vie est un processus d'apprentissage continu et il est important de rester curieux et ouvert d'esprit. Parrainé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cette 4e promotion du certificat en analyse et évaluation des politiques publiques compte une trentaine de récipiendaires. Durant leur parcours, ils ont acquis des compétences dans divers domaines. Il s'agit des caractéristiques d'une offre technique et financière, la rédaction d'un rapport d'évaluation, le management opérationnel des politiques publiques et l'analyse des thèmes de référence. Je n'ai pas hésité à apporter mon appui pour la simple raison que les politiques publiques actuelles contiennent une dimension régionale importante. Nous avons décidé dans le cadre de nos communautés, que ce soit à travers l'UOMOA ou à travers la CEDEAO, de céder une partie de notre souveraineté pour l'avènement d'une communauté. La fierté du recteur est grande parce que le choix de l'université d'instaurer ce certificat s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de l'évaluation des politiques publiques un réel instrument d'aide à la décision pour une meilleure performance des projets et programmes de développement. Cette nouvelle génération de cadres que vient mettre sur le marché le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi est désormais apte à mettre son savoir-faire au service de la communauté scientifique. Séance d'échange entre le conseil communal de Zakpota et l'équipe de direction de l'organisation non gouvernementale Centre d'études, de recherche et d'intervention
pour le développement série d'ONG. La rencontre a servi de cadre au lancement de la phase finale du concours du village le plus propre de la commune de Zakota. L'initiative est à sa 2e édition. Elle vise à faire maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Plus de détails et de précisions avec Imet Hélène Moussou. Concours du village le plus propre de la commune de Zakota. La compétition qui est à sa 2e édition cette année est officiellement lancée. L'idée émane de l'organisation non gouvernementale Centre d'études, de recherche et d'intervention pour le développement série d'ONG. Elle vient comme pour évaluer l'impact des 10 dernières années d'action menées dans la commune en collaboration avec l'UNICEF en vue de mettre fin à la défécation à l'air libre ainsi que d'autres initiatives en matière d'assainissement et d'hygiène. Depuis 2014, série d'ONG avec l'appui de l'UNICEF accompagne les communautés pour les amener à adopter les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de base et pour que les villages mettent fin à la défécation à l'air libre. Donc c'est cela qui nous a amené à instituer une compétition pour primer, distinguer chaque année le village le plus assaini, le village qui a le plus d'infrastructures sanitaires, le village qui a le plus de dispositifs de lavage de mains, le village qui a prouvé ses capacités, ses compétences dans le domaine de l'assainissement, de l'hygiène de base. À long terme, l'initiative vise à maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette année, pour la phase sélective, qui est la phase finale, 8 villages sont sur la liste. Ils ont été retenus à l'issue d'une étape ayant connu la participation de près de 27 localités. Ces dernières ont été elles aussi identifiées au thème d'une précédente phase à laquelle ont participé 62 villages. Les critères de sélection sont définis ainsi qu'il suit. Il y a le critère de latrinisation au niveau des localités. Il y a le taux de couverture en latrine, le taux d'amélioration en latrine au niveau de chaque localité pour en faire sortir le nombre total de latrines au niveau du village. Après ça, il y a le volet assainissement. L'assainissement du cadre de vie, l'assainissement des voies d'accès au ménage et l'entretien des latrines. Nous avons enfin le volet DLM, utilisation des dispositifs de lavage des mains au niveau des ménages. Nous allons aussi voir combien de dispositifs de lavage des mains sont installés pour enfin faire le point global de chaque localité et de chaque village pour finalement sélectionner le village qui aura plus de points. Je voudrais déjà par ici dire tous nos engagements, mes engagements propres et ceux du conseil communal. Il n'a pas eu du tout de financement, mais cela ne l'a pas empêché d'évoluer. Et je profite en même temps pour lancer un appel à nos partenaires techniques et financiers pour que demain cela soit généralisé et que ça soit des éditions répétées. Pour cette étape finale, le processus ainsi lancé prend définitivement fin le 15 février prochain. Pour finir maintenant, sous le leadership de Dr Isidore Mwedo, les fils et filles de Zanyanando se sont rassemblés pour sacrifier à la tradition de l'échange de vœux en début d'année. L'occasion a été également saisie pour discuter des défis à relever en vue du développement de cette commune du département du Zou. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale, nous dit Hugues Vinibé. Chefs de village ou de quartier de Zanyanando, maires honoraires, sympathisants, sont réunis dans ce cadre autour du docteur Isidore Mwedo pour une cérémonie traditionnelle, la présentation de vœux au titre de la nouvelle année. Santé, prospérité, promotion, divers souhaits ont été échangés entre les personnalités de cette commune. Cette cérémonie a une particularité, on ne s'est pas réunis pour fêter, boire et puis se disperser. Nous avons passé en revue les problèmes de la commune, comment nous devons faire pour que la commune de Zanyanando amorce un développement. Et nous avons été contents, les CV qui étaient là, ils ont vraiment posé des problèmes réels. Instant festif, cette rencontre a également pris l'allure d'une séance de travail, des discussions ayant été ouvertes au sujet du développement de Zanyanando. Donc le docteur a su, après maintes analyses, il a su organiser le rassemblement des fils de Zanyanando. Ça, c'est délicat.
que Dieu le garde. Parce que Zanyalando, la commune mère du pays Agoni, est laissée pour compte. Au sorti de ce rassemblement des fils et filles de Zanyalando initié par le docteur Isidore Mouedo, au bout des lèvres des participants, la satisfaction est remarquable. Il a voulu que nous, chefs quartier, chefs village de la commune, nous l'aidons à relever le défi. Nous l'aidons à accompagner ces actions pour que Zanyalando connaisse un développement durable. Cette cérémonie s'est achevée par un partage de repas précédé de distribution de paille aux différents fils et filles de Zanyalando. Les yeux sont désormais tournés vers la prochaine édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable moment en compagnie de nos programmes. Et pour les amoureux du cuiron, bonne fête de la fête du football africain à chacun de vous.